La faiblesse des institutions, c'est que le gouvernement en tant que tel même n'existe pas. Je veux dire qu'en général, les compagnies traitent d'abord avec le président de la République, arrêtent souvent avec lui des règles ou des principes ou des grandes solutions avant que d'essayer de faire appliquer. Parce que ces compagnies savent que c'est comme ça que ça marche dans la plupart des pays. Que si vous voulez la bonne décision, vous allez voir le président. Et une fois que vous avez obtenu la décision, les ministres, les directeurs généraux, les directeurs, les autres cadres de l'administration ont du mal à challenger. Alors que ces compagnies fonctionnent sur la base d'un conseil d'administration, de compétences, s'appuient sur des cabinets d'avocats, sur des expertises, d'autres factures et ont une longue expérience. Mais connaissent la faiblesse de nos États et par où attaquer. Et ça met en relation deux acteurs qui sont dans une asymétrie totale. Ils refusaient de signer le contrat de Total parce que des instructions venues de là-haut voulaient qu'on signe un contrat qui était en totale rupture avec non seulement les lois et les règlements mis en place dans ce pays-là, mais qui était de loin la moins intéressante parmi les offres qu'on avait reçues, à l'exception de la dernière offre. On avait reçu 6 offres, elle était classée 5e sur 6. Donc, c'est dire que quand on peut faire ce genre de signer des contrats dans ces conditions-là, c'est dire que bon, la réglementation, les lois, les équipes gouvernementales n'existent que pour la forme, mais qu'en réalité, la décision se prend au niveau le plus élevé de l'État, sans une évaluation précise des intérêts stratégiques de l'État relatif. Déjà, il y avait un vrai problème de gouvernance au Sénégal, un problème de gouvernance en général, sur la gouvernance, qu'elle soit économique, politique, sociale et dans tous les autres domaines. Mais je crois que le pétrole et le gaz, ces ressources naturelles, sont apparus comme une sorte de révélateur de ce problème, de cette grande faiblesse institutionnelle, de cette grande faiblesse dans les structures de gouvernance du Sénégal. On a vécu dans beaucoup de domaines sur la faiblesse de nos structures, mais l'apparition du pétrole et du gaz et la façon dont ça a été géré a montré effectivement que les structures étaient extrêmement faibles et que la gouvernance est aussi relativement ou même très très faible. Pourquoi? Parce que le premier élément qui aurait dû fonder des bons mécanismes de gouvernance dans un secteur aussi stratégique, c'est l'élément transparence. L'élément transparence parce que dès qu'il y en a eu ces ressources, dès l'installation du président, puisque on est obligé d'en parler, puisque c'est lui, depuis son arrivée en 2012, qui est en train de gérer cette affaire, aurait dû avoir une démarche de transparence optimale, de ne rien cacher sur le pétrole et le gaz, de montrer précisément aux Sénégalais, dans un langage accessible, parce que d'ailleurs je n'ai de cesse de dire qu'il n'y a rien de technique dans le pétrole et le gaz. Il s'agit juste de ressources qui sont disponibles quelque part en certaines quantités. Il est possible de dire aux Sénégalais combien il y en a, où c'est localisé, qui va ou est en train de vouloir les exploiter et combien ça donnera au peuple sénégalais lorsque ça sera exploité. Et avec cet argent, qu'est-ce que le peuple sénégalais pourra faire? Donc il n'y a aucune technique à ce niveau-là. Mais le gouvernement n'a pas été transparent, le gouvernement a presque caché son jeu, a donné l'impression qu'il fallait entourer ces ressources du maximum de flou, dans une sorte de nébuleuse qui a fait que les Sénégalais se sont sentis dès le début comme exclus et on a voulu construire un discours savant, très technique sur les ressources naturelles, comme si c'était pour détourner les Sénégalais de cela ou les sortir de ce dispositif. Ça, c'est le premier élément, c'est le problème de transparence. Les ressources naturelles n'ont pas été gérées d'amont en aval de manière transparente dans le pays. Maintenant, qui dit problème de transparence, dit problème d'accès à l'information.
le fait qu'il y ait une multiplicité de discours différents a fait dire, et ça a été un fait, qu'il n'y a pas un discours du gouvernement sur le pétrole et le gaz, une vérité, alors qu'on devrait avoir une vérité sur le pétrole et le gaz, qui pourrait être la vérité du gouvernement, finalement, qui devient la vérité du peuple. Mais n'ayant pas été les premiers à aller tout de suite à l'information, à en fournir au pays dans des mécanismes appropriés et en rassurant tout le monde, finalement, il y a le pseudo-discours du gouvernement qui est arrivé trop tard et qui a trouvé dans l'espace des discours construits d'opposition et de critique. Du coup, on n'a que la réaction gouvernementale plutôt que son action sur les ressources naturelles. Le gouvernement, donc la dernière révision constitutionnelle, il est clairement dit que désormais les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mais ce que nous constatons, c'est que les collectivités territoriales ne sont pas impliquées. Et même l'Assemblée nationale, qui est censée être la représentation nationale, aussi ne contribue pas. Donc ici, il n'y a que Petrosen et le président de la République qui ont leur mot à dire pour ce qui concerne l'attribution des permis de recherche et d'exploitation. Donc, au niveau dans notre pays, il n'y a que l'exécutif qui joue un rôle, mais l'institution parlementaire et les collectivités territoriales ne sont pas impliquées. Bon, nous sommes quand même dans un régime présidentialiste, comme on aime le dire. Un régime présidentialiste, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de ce rapport de force avec l'exploitation de nos ressources, le chef de l'État, le gouvernement en premier, mais le chef de l'État en particulier, a énormément de leviers pour influencer d'une part ou de l'autre comment la gestion de nos ressources va se faire. Malheureusement, l'Assemblée nationale pouvait en fait, l'Assemblée nationale a un handicap certain par rapport à cela, aussi bien du point de vue de l'équipe technique qui peut accompagner l'Assemblée pour formuler des projets, des propositions de loi en direction de la gestion de nos ressources, ça pose problème, mais aussi en termes de capacitation des parlementaires, il faut quand même aller vraiment en profondeur pour les aider à pouvoir arriver à un niveau de participation et de compréhension de la complexité de la gestion de nos ressources. Le reste, comme je l'ai dit, que ce soit le Parlement, que ce soit le Conseil économique et social et environnemental, ces instances-là ne sont pas encore très solides pour pouvoir jouer le rôle pleinement. La société civile aussi essaie de se frayer un chemin, mais à cela aussi, il y a beaucoup de freins pour qu'ils puissent se faire entendre, il y a beaucoup de plaidoyers, mais au-delà du plaidoyer, comment ça sera se formuler pour que l'État prenne ça en charge, ça reste un défi. Maintenant, pour ce qui concerne la société civile, elle a eu à s'activer sur ces questions-là, mais de manière dispersée. Ce qui lui manque, c'est peut-être arriver à trouver une organisation, parce que vous savez, le débat public sur le pétrole et le gaz au Sénégal s'est caractérisé par un débat plus politique et politicien que citoyen. Alors que c'est un débat qui aurait pu être très citoyen, plus citoyen que politique. Est-ce que c'est lié à la faiblesse du portage par les organisations de la société civile sur ce désir de gouvernance optimale? Ou est-ce que c'est parce que la gouvernance ayant posé le problème a été un argument pour les partisans du régime comme ses adversaires d'être les seuls présents dans le débat public sur les hydrocarbures? Ça a posé énormément de problèmes de positionnement de la société civile et de compréhension ou bien de lisibilité de ses actions. Je regrette, la coalition que je dirige a été très absente dans ce débat, et ce qui n'est pas normal. Normal parce que c'est d'abord une affaire citoyenne, ensuite c'est le cœur de métier de nous qui nous sommes intéressés à la gestion et à la gouvernance des ressources naturelles, minérales et minières, donc le pétrole et le gaz sont des composantes essentielles. Qu'on ne nous entende pas sur un débat aussi important qui concerne et les ressources et les revenus qui sont tirés de ces ressources et sa gouvernance, ça pose problème. Qu'on n'entende pas l'Assemblée nationale sur ces questions alors qu'elle est chargée de voir
et de contrôler ce que fait le gouvernement, ça pose problème. Que la HCCT, qui théoriquement est la chambre du territoire, ne s'intéresse pas à la gouvernance du pétrole et du gaz, alors que des ressources importantes devraient être générées pour cela, qui devraient être investies dans le développement territorial. Parce que nous avons fait énormément de réformes sur la décentralisation et la gestion territoriale, mais jusqu'à présent, des ressources qui sont mises en œuvre pour le développement territorial sont assez limitées. Et ce aurait été l'occasion peut-être de légiférer, ou bien de proposer au gouvernement d'aller dans le sens que ces revenus-là aillent vers une meilleure distribution de la solidarité et de l'équité au niveau de nos territoires, pour pousser un peu le développement et renforcer les potentialités de cette territoire. Donc, à ce niveau, concernant cette gouvernance-là, tous les acteurs de la gouvernance n'ont pas été à la hauteur. Okay, par rapport à la gouvernance, comme vous l'avez dit, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler uniquement du secteur pétrolier et faire fi sur le secteur minier, par exemple, parce qu'en 2016, il y avait eu un processus de révision, en tout cas, du code minier, où aujourd'hui, peut-être, on va essayer de faire une petite étude comparative entre ces deux processus pour dire que, en tout cas, pour ce qui était de la révision du code minier, je pense que la démarche était très participative, inclusive, et ce qui avait permis, en tout cas, aux acteurs de la société civile de participer au processus et d'apporter des contributions qui ont permis aujourd'hui dans ce code-là, de prendre en compte les préoccupations des uns et des autres. Maintenant, comparé au processus de révision du code pétrolier, on peut se dire quand même que l'approche n'était pas exactement la même si, par exemple, ils avaient demandé à certaines organisations de la société civile d'apporter leur contribution dans cette révision du code pétrolier. Et peut-être là, la différence était déjà le timing, parce que si je ne me trompe, ils avaient demandé à contribuer, mais pour un délai de 8 jours. Et donc, ce qui était très juste, en tout cas, pour pouvoir faire les contributions requises, pouvoir mobiliser les acteurs de la société civile afin de pouvoir harmoniser la documentation pour la contribution. Et donc, ça, quand même, c'était quelque chose qui a fait qu'il y avait beaucoup de blocages. En tout cas, la plupart des acteurs qui avaient été demandés à contribuer n'ont pas pu faire cette contribution pour les raisons, par exemple, prélistées. Comme vous le savez, les femmes en général subissent le plus souvent les externalités négatives de ces exploitations et ils sont les plus impactées. Par exemple, si je prends les femmes communautaires qui aujourd'hui ont la plupart de leurs activités à travers les ressources halieutiques et qu'aujourd'hui pour le Sénégal, les deux couverts sont en offshore. Donc, ce qui veut dire que leur activité sera, par exemple, perturbée. Et donc, pour cela, il faudrait penser, anticiper à développer des mécanismes qui permettront de recaser, en tout cas, ces populations, de développer des activités génératrices de revenus pour leur autonomisation. De la même manière, par exemple, pour les femmes qui sont dans le milieu professionnel et sont sous-représentées, les politiques de recrutement aussi ne sont pas en général très sensibles au genre. Il y a aussi d'autres mécanismes comme l'éducation, etc. Mais pour dire que toujours j'aime bien faire le parallélisme entre le code minier et le code pétrolier. Pour le code minier, l'aspect genre et diversité a été bien pris en compte à travers son article 109. Mais malheureusement pour le code pétrolier, il n'y a pas aujourd'hui de disposition sur le genre. Et donc, il serait important de rattraper ce gap et développer des mécanismes qui permettraient la pleine participation des femmes dans ce secteur et surtout dans la gouvernance. Donc, aujourd'hui, il est important que les femmes puissent siéger dans les instances de gouvernance du secteur extractif. Et par là, pour le Sénégal, il y a le COS Pétrogaz qui est là,
Il y a le comité de suivi du contenu local qui est là, il y a le groupe multipartite de l'ITIE, notamment côté société civile, qui sont aujourd'hui des instances de prise de décision où les femmes, notamment les organisations à l'image de Women in Mining Sénégal, devraient siéger pour porter la voix des autres femmes, pour dire qu'elles doivent être impliquées dans le processus et leurs préoccupations doivent être aussi prises en compte. Et peut-être l'approche qui permettrait de mieux prendre en compte cette dimension participation des femmes pourrait être une approche, par exemple, quota, qui permettrait aujourd'hui d'allouer une partie des revenus aux femmes afin de les autonomiser, afin de renforcer leurs capacités, afin de participer à leur formation. Des quotas aussi en termes de recrutement, des quotas en termes de représentativité, etc., etc. Et en plus, le défi majeur aujourd'hui pour le Sénégal constitue la nécessité de mener une étude d'envergure pour connaître aujourd'hui, en termes de présence, en termes de représentativité, les statistiques. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de données statistiques officielles qui disent, par exemple, voici, c'est ça la participation des femmes. Donc, ça nécessite des études approfondies, même si dans le rapport ITI, on a des données sur les femmes. À travers les annexes 5 et 6 du rapport 2017. Et au-delà aussi, on pense que il y aura des améliorations au vu que l'ITI aussi a fait maintenant de la prise en compte du genre une exigence de la norme. Donc, on espère qu'avec tous ces arsenals, la représentativité pourra être améliorée. Mais les femmes doivent être prises en compte. Mais il faut quand même constater que cette démarche est très insuffisante. Et quelque part même manque de conviction parce que dans la réalité, ces lois sont votées un peu à l'insu des populations et des acteurs intéressés qui n'ont pas la chance d'apporter leur contribution à ces lois, qui ont aussi des insuffisances importantes. Le comité d'orientation stratégique que j'ai mentionné tout à l'heure, jusqu'à présent, n'a pas reçu la participation de la société civile. Or, il semble bien que c'est quelque chose qui a été annoncé par le président de la République et des autorités. Le patronat peine à être entendu, même en ce qui concerne la loi sur le contenu local. Les citoyens, dans leur demande de transparence et de plus d'équité, concernant les contrats ne sont pas entendus. Nous-mêmes, nous avons engagé une action au niveau de la Chambre administrative demandant qu'il y ait une annulation de contrats considérés frauduleux par une structure de l'État, en l'occurrence l'IGE. C'est donc dire qu'à côté de ces actions timides de l'État, dans la réalité, au Sénégal, on peine encore à avoir une contribution effective des citoyens, de la société civile, de l'Assemblée nationale, du patronat, à la construction d'un écosystème qui serait beaucoup plus transparent, beaucoup plus ouvert en matière de gestion, de gouvernance des hydrocarbures. C'est ma conviction, c'est qu'il faut que la société civile dans nos pays, au Sénégal et ailleurs, se prenne en main, se prenne en charge, se prenne au sérieux et ne démissionne pas. Il y a des soubresauts. Il y a des gens tenaces qui sont sur le terrain depuis 30 ans, d'autres comme des gens de votre génération qui sont plus jeunes mais qui sont investis, qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur intelligence, de leurs moyens pour maintenir cette société civile-là, les organisations nationales, internationales, pour ne serait-ce que faire une prise de conscience, que les gens, qu'il y ait une prise de conscience. Ce n'est pas négligeable. Parce que ces garde-fous, ces watchdogs font que nos administrations publiques n'osent pas tout faire. Parce que quand il n'y a pas ce contrepoids-là, ils n'ont pas de limite. Mais à part du moment où ils se disent que si je signe tel contrat, si j'accepte certaines choses, s'il y a un tel détournement, le monde a changé. En 2019, il y a de plus en plus de conscience. Les gens ont accès à l'information plus qu'avant, de façon instantanée avec les réseaux sociaux, avec des médias de plus en plus consciencieux, avec des citoyens de plus en plus éduqués, qui sont au fait
Parce que oui, le niveau baisse comme on dit, hein, mais dans le niveau, il y a la masse critique des gens qui ont plus de connaissances qu'avant, qui y a 15 ans, 20 ans. Les gens ont plus d'informations aujourd'hui qu'avant. Est-ce que c'est une information de qualité? Ça, c'est autre chose. Donc, le fait que les gens soient au courant, savent, et que si 1000 personnes savent, il y en aura 10 peut-être qui vont s'indigner, qui vont prendre leur plume, qui vont écrire, qui vont proposer des choses, des marches, des manifestations, une prise de conscience. Oui, en quelque sorte, c'est des garde-fous. Ça, it rings bells to administrations. Ils se disent que on ne peut pas faire comme c'était le cas dans les années 60 jusqu'au milieu des années 90. Dans les années 2000 jusqu'à 2019, la donne a changé. Les scandales peuvent nous rattraper. Donc, et ça, c'est grâce notamment à deux facteurs. La société civile qui est là, qui baisse pas les bras, même s'il y a une pléthore de sociétés, il y en a 2 ou 3 toujours d'organisations qui sont là, qui sont crédibles. Et le fait que la masse critique, de plus en plus de citoyens aient accès à l'information, ils savent. On ne peut plus cacher grand-chose éternellement. Tôt ou tard, ça va ressortir. Donc oui, l'existence de la société civile, des organisations, des individus engagés, d'organisations en tout cas structurées, pour moi est extrêmement positif. Maintenant, l'État essaiera toujours de les undermine, de les négliger, de les décrédibiliser en disant que ces gens-là ne sont pas dans la réalité de l'administration au quotidien, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Nous, on connaît le dossier. Pour moi, c'est un faux problème. Dire que ça ne nous regarde pas, c'est nous qui savons. C'est totalement faux. Ceux qui savent, nous, on le sait. La seule différence, c'est que c'est eux qui savent. Mais il n'y a plus de dossiers secrets qui ne se sachent pas. Ça n'existe pas. Dans aucune administration au monde, que ce soit aux États-Unis, en France ou chez nous au Sénégal. Donc, vouloir un peu infantiliser les citoyens et la société civile est une stratégie étatique qu'ils font pour dire que vous ne savez pas. Souvent, dans leur discours, quand un scandale sort, c'est de dire oui, mais vous n'êtes pas au courant, vous ne savez pas comment ça se passe. On dit, mais sortez les documents, c'est lire. On a été dans les mêmes écoles, on a été dans les mêmes établissements. Des fois même, on a été dans des établissements plus huppés que vous. Donc, ce que vous êtes capable de lire et de comprendre, on peut le lire et le comprendre également. Donc, il faut que ce rôle de watchdog-là existe, continue. Et ce n'est malheureusement pas équilibré dans toutes nos sociétés. Il y a des sociétés à forte tradition en société civile. Le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso maintenant de plus en plus, le Ghana, le Nigeria sont des pays en Afrique de l'Ouest où il y a une tradition de société civile extrêmement engagée, extrêmement vigilante. L'opposition politique, oui, c'est l'opposition politique. C'est l'opposition politique. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit vigilant. Parce qu'il y a beaucoup de déclarations qui sont faites parce qu'on est dans l'opposition. Il y a beaucoup de promesses qui sont faites parce qu'on est dans l'opposition. Mais la réalité du pouvoir est autre chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aussi qu'on vende que nos hommes politiques servent un peu de plus de responsabilité pour jouer le rôle qu'ils ont à jouer et non pas aussi parce qu'il y a un sujet qui est là, qu'on s'exprime, qu'on donne des points de vue qui, face à la réalité, ne seront plus jamais faits. Donc il faudrait qu'on en arrive à ne pas amener également l'espace public comme étant un espace qu'on prenne les populations comme étant une balle de ping-pong pour dire des choses qui ne sont pas exactes, pour plaire le pouvoir, ou dire des choses qui ne sont pas exactes pour essayer de conquérir le pouvoir. Je pense que la ressource, si elle est là, elle doit contribuer au bien-être de tous et que l'opposition doit être informée. C'est pourquoi la société civile a un rôle important. Il faut que la société civile soit cette société-là qui, comme le dit Amadou Hampâté-Bâ, qui devra être le repère et le recours dans le débat. C'est-à-dire que si la société civile perd son rôle de repère et de recours, mais finalement, ça veut dire que ça va dans tous les sens. C'est pourquoi, à Pire, on m'a dit qu'il a raison. Parce qu'il devrait y avoir quelqu'un qui devrait... Parce que l'opposition a dit c'est gauche, mais attends, l'État a dit c'est droite, mais la société civile n'a pas dit c'est quoi. Alors que la société civile doit jouer un rôle de repère, et un repère doit être fixe. Un repère ne peut pas changer tout le temps. Et quand un repère change tout le temps, c'est que c'est la solidité intellectuelle de l'argument qui n'est pas là. Dans certaines organisations politiques, cette prise de conscience citoyenne fait que certains acteurs politiques maintenant ont tendance même à se confondre à la société civile dans le rôle de dénonciation, d'alerte. Si vous prenez au Sénégal le cas de quelqu'un comme Ousmane Sonko, pour ne pas le nommer, ce qu'il fait aujourd'hui, ce n'était pas quelque chose qui traditionnellement se faisait par les leaders politiques. Aujourd'hui, on peut l'assimiler presque à un rôle de whistleblower, de lanceur d'alerte, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça veut dire que ça, c'est il y a une communication, quelque chose de transversal entre la société civile et les partis politiques, en tout cas certaines, qui fait que la société civile transparaît un petit peu dans l'action
des politiques de plus en plus. Les politiques se disent qu'il faut qu'ils prennent en compte les aspirations de la société civile aujourd'hui. Et ça, c'est extrêmement positif. Le problème, la confusion que beaucoup faisaient, c'était de dire que la société civile doit être à équidistance. C'est au milieu. C'est faux. Ce n'est pas le rôle de la société civile. La société civile doit aller là où elle pense que se trouve l'intérêt de la population, de l'état du gouvernement. On ne peut pas demander juste au milieu. Non, c'est un curseur qui bouge à droite, à gauche. Donc ça, les gouvernants l'ont compris. Donc au début, dès qu'une organisation s'engage dans une cause, oui, ce n'est pas votre rôle, vous sortez de votre rôle, vous êtes dans l'opposition. Non, non, non. C'est vous qui avez une vision figée, dire que les citoyens, la société civile doit rester à équidistance. Ce n'est pas vrai. Oui, le secteur privé international ne voit pas ça d'un très bon œil, malheureusement, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des capitalistes qui sont là, et l'argent n'aime pas le bruit. Ils sont là. Idéalement pour eux, il faudrait qu'ils viennent signer nos États et partent. Qu'il n'y ait pas des gens qui crient au loup. Ils n'aiment pas le bruit. L'argent n'aime pas le bruit comme ils disent. Eux, idéalement, serait de venir, de signer avec nos États et de partir, que cela se passe. Ça leur fait peur, tout le bois autour. Si vous voulez, dans le cadre même des dernières élections, tout le secteur privé international était plutôt inquiet que le pouvoir change de main. Parce que oui, parce qu'ils sont pour le statu quo. Parce qu'ils ont signé quelque chose avec un gouvernement, ils ont envie que ce gouvernement reste en place pour que ça puisse se dérouler de façon smooth. Au changement de régime, c'est quelque chose d'instable, d'insécure. On ne sait pas ce que les nouveaux vont faire. Peut-être qu'ils vont tout renégocier, tout resigner, etc. Remettre en cause, parce qu'on ne peut pas... Là aussi, il ne faut pas se tromper. Un nouveau pouvoir n'aurait pas forcément changé les choses parce que, encore une fois, ces sociétés-là pouvaient attaquer l'État grâce au traité bilatéral d'investissement. Donc, ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger. Mais le secteur privé international est pour le statu quo. Ce sont des conservateurs. Quand ils signent avec une administration, ils ont envie d'aller jusqu'au bout de cette administration-là parce qu'ils savent où est-ce qu'ils ont mis les pieds. Les autres, ils ne savent pas parce qu'ils ont une figure un peu rebelle, un peu contestataire. Même si la réalité des choses montre que ceux qui viennent au pouvoir s'adaptent. Ils se comportent comme ceux qui étaient là auparavant. Dans l'opposition, ils sont plus virulents, prennent en compte les positions de la société civile, de watchdogs, d'alerte, mais une fois aux affaires, ils se métamorphosent quelque part, quoi. Je crois que, bon, en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où nous avons la CEDEAO, je crois qu'on a intérêt à mutualiser nos efforts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il doit être possible que nos différents pays-là puissent mutualiser leurs efforts, essayer d'avoir des experts de haut niveau, qui soient des nationaux ou bien même des étrangers, pour assister les différents États membres à pouvoir tirer le maximum de bénéfices par rapport aux négociations avec les majors. Il y a un effort qui a été fait avec la révision constitutionnelle, qui a consacré que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Mais on n'en a pas tiré les conséquences juridiques et politiques. Je crois qu'il est temps quand même qu'on ait une loi organique pour donner corps à cette disposition de la Constitution. Cela dit, les ressources naturelles, si sont par exemple sur le continent, de mon point de vue, on doit arriver à faire de telle sorte que les populations qui sont impactées puissent être impliquées dans la réflexion pour l'exploitation. Et doivent être impliquées aussi pour en tirer le maximum d'avantages. Mais mieux, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand Petrosen fait des investigations, c'est par un décret d'approbation que l'État signe avec les partenaires. Or, de mon point de vue, il serait mieux que ce décret d'approbation soit remplacé par une loi d'approbation. Ce qui permet à l'Assemblée nationale, avec tous les députés, opposition comme majorité, de pouvoir s'imprégner du contenu des accords que le Sénégal signe avec des partenaires. Je crois que cette façon peut permettre quand même d'assurer les Sénégalais que les ressources ne sont pas spoliées. Vous savez que le débat aujourd'hui qui est posé au Sénégal sur l'affaire Franck Timis, je crois que si on avait utilisé ce procédé, c'est-à-dire impliquer l'institution parlementaire à travers des débats ouverts et couverts par les médias, on n'en serait pas là. Donc c'est pour dire que un effort a été fait, un pas de géant, en disant désormais les ressources naturelles n'appartiennent plus à l'État mais au peuple sénégalais. Et je crois qu'il faut en tirer les conséquences juridiques, mais aussi les conséquences politiques en impliquant effectivement les populations
et la représentation nationale dans l'attribution des contrats avec les partenaires qui veulent investir dans notre pays. Et la meilleure manière pour rassurer les Sénégalais, c'est la transparence. Moi, je crois que si tout est transparent, si les gens sont informés en temps réel de ce que l'État est en train de faire par rapport à la ressources naturelles, véritablement, ça va apaiser le débat. Aujourd'hui, ce qui rend hystérique les discussions, c'est que certains ont le sentiment que quelque part, il y a soit des opérateurs économiques étrangers ou bien des nationaux qui sont en train de rouler le Sénégal dans la farine. Et ça est inacceptable. C'est là où on doit mobiliser les compétences nationales, les universités. Mon idée, après avoir visité les universités à Londres, j'ai fait beaucoup de brainstorming en tant que ministre. Visiter les universités à Londres, certains centres de recherche, là où ils forment des gens dans différents domaines, quels sont les domaines de compétences. J'ai parlé à des entreprises là-bas qui ont eu des expériences. Et donc, mon idée, c'était qu'il faut que les universités soient impliquées dès le départ. À la fois pour bénéficier de ce qui s'est fait au niveau de l'exploration techniquement, pour suivre le projet du point de vue juridique et du point de vue économique, pour pouvoir plus tard disposer de connaissances et d'expériences par nos propres vécus pour enseigner. Deuxièmement, aussi, c'était de pouvoir impliquer l'administration et la société civile de manière générale pour pouvoir disposer, et l'Assemblée nationale, pour pouvoir, en tout cas toutes les institutions, pour pouvoir disposer d'un certain savoir-faire et créer une dynamique qui permette à la société sénégalaise de s'intéresser à un de ces projets les plus importants. Ce qui nous rassure, plus ou moins dans le cadre de la gouvernance avec l'État, c'est que la présence de la société civile, qui est aussi aujourd'hui à un niveau quand même assez élevé sur la question de la gestion de nos ressources, pousse l'État à vouloir ouvrir des plateformes de dialogue. Les négociations, on l'a vu à 2 ou 3 reprises, le président de la République a appelé la société civile, la population, sur la gestion de ces ressources-là, sur la gestion d'abord des revenus, récemment sur les questions de contenu local. Ils ont aussi publié plus ou moins tous les contrats sous la pression de la société civile avec surtout le secrétariat de l'ITIE. Donc, c'est des mécanismes qui au moins renforcent la démocratie, renforcent la transparence, mais surtout renforcent la redevabilité. Alors, l'aspect positif, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on est dans une maison de verre. Nos gouvernements sont dans une maison de verre. Il n'y a plus rien qui peut se faire sans qu'un mois ou un autre, ça se sache du dehors. Parce qu'il y a des acteurs engagés, des citoyens engagés qui sont dans des organisations, ou même sans être dans des organisations, qui sont tout en travaillant dans le public, disclosent certaines choses. Parce que comment les gens savent ce qui se passe? Parce qu'il y a des acteurs internes, des citoyens qui sont dans l'administration, qui se rendent compte qu'il y a des choses qui se passent, qui ne devraient pas, et qui les sortent. La presse, dans ce cas-là, amplifie, les réseaux sociaux amplifient, et les acteurs engagés comme vous, dans la société civile, disent que ce n'est pas normal. Il y a des lanceurs d'alerte aujourd'hui, de plus en plus. Il y a des citoyens engagés, patriotes, qui se disent que ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans l'administration, ou même qu'on est dans l'administration, qu'on ne doit plus parler. Ça dépend du point de vue. Si on est à l'intérieur, on peut faire sortir certaines choses en respectant un peu nos droits de réserve pour ne pas s'exposer. Et les gens de l'extérieur, il y a de plus en plus d'organisations qui sont engagées pour une meilleure gouvernance. Sans oublier maintenant l'accès à l'information. Pour moi, ça a changé fondamentalement les choses. On ne peut rien plus cacher, on ne peut plus rien cacher aujourd'hui pendant plus de quelques années. C'est impossible. Tôt ou tard, ça se saura. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un dans l'administration qui n'est pas d'accord avec ce qui s'est fait, qui le sortira de façon anonyme. Les médias sociaux sont là, ça a changé la donne. Les médias online sont là. La floraison des médias fait qu'on ne peut pas acheter tous les médias. C'est impossible. Il y aura toujours quelqu'un d'assez intègre pour dire non, moi, ça ne me convient pas. Ou pour juste le scoop. Il y a une compétition féroce entre les médias. Donc, tu ne peux pas acheter tous les médias. Il y en a un qui voudra dire moi, je vais être le premier à le sortir. Et ce ne serait pas un luxe, d'autant plus que c'est une exigence même de la Constitution qui consacre la propriété du peuple sur ses ressources naturelles et qui consacre aussi la transparence comme une obligation sur les affaires publiques. Donc il y a assez de justifications constitutionnelles pour que l'État associe les populations à l'élaboration des lois,
à la prise en compte de leurs intérêts, notamment les pêcheurs qui se trouvent dans les zones côtières. Maintenant, comment y arriver? Écoutez, d'abord, il faut de la volonté. Je pense que c'est tout simplement de la volonté, d'autant plus que les acteurs de la société civile, le patronat et les communautés demandent à être impliqués, demandent à avoir cette concertation. Ça veut dire que concrètement, il faut un travail d'explication, que sais-je, faire des caravanes, rencontrer les acteurs de la société civile, mettre en place ces commissions qui permettent de discuter de tous les projets de loi, permettre aux communautés d'avoir des experts qui les aident à mieux apprécier les risques de l'exploitation pétrolière, parce qu'il faut le noter, toute la concertation menée dans le cadre des études d'évaluation environnementale sont le fait des compagnies pétrolières qui embauchent des cabinets. Donc forcément, les communautés n'ont pas leurs moyens pour eux-mêmes établir, évaluer les risques auxquels ils vont faire face. Et sur le plan environnemental, je pense qu'il ne faut pas être catastrophique, mais il ne faut pas négliger les risques réels qui pèsent sur les activités économiques et sur l'écosystème de ces communautés. Je pense que ça, c'est des défis majeurs, l'information, la communication, formation, renforcement de capacités, la transparence, défi de transparence aussi, ça c'est fondamental. Et ce qui permettrait de lutter contre la corruption, les flux illicites, etc., etc. Et donc, en termes de progression, je pense que l'État du Sénégal devrait anticiper et développer des mécanismes qui permettront de lever certaines équivoques relatives à la corruption, à la transparence. Par exemple, il serait aujourd'hui nécessaire d'élaborer une loi, par exemple, sur la propriété réelle, qui permettrait de connaître qui sont derrière ces contrats et aussi de limiter, par exemple, les tensions que ça peut générer au niveau national. Les libertés n'ont jamais été concédées ni données. Elles se conquièrent. Et nous avons assisté ces dernières années, surtout, à une agression manifeste et répétée dans l'espace public, sur les acteurs du combat citoyen, sur les lanceurs d'alerte. On voit des tentatives d'érosion et de rétrécissement de l'espace public. Si on y prend garde, poseront problème. Donc, certains acteurs d'ailleurs ont lancé des alertes, fait même des déclarations allant dans ce sens. Parce qu'il n'est pas acceptable qu'on remette en cause les droits fondamentaux et les droits constitutionnels dans ce pays. Ce n'est pas acceptable. Et tant qu'on est dans ça et qu'on le permet, on ne peut pas asseoir une démocratie viable. C'est des flux et des reflux. L'espace civique, les gains de territoire dans l'espace civique doivent être sanctuarisés. Si on n'arrive pas à le faire, c'est des reflux. Et toutes les conquêtes démocratiques vont s'effilocher. On ne peut pas dire qu'on soit dans la trajectoire d'un renforcement de la démocratie et de sa consolidation. Donc, on est plutôt dans un truc de combat pour maintenir l'espace civique au lieu de l'élargir. Et c'est un drame. Les gens n'ont pas lutté toutes ces années-là pour arriver à ce stade et être sur la défensive pour défendre un périmètre ou un précaré d'espace civique, alors qu'on devait conquérir de nouveaux espaces de liberté. L'autre élément qui s'explique aussi par le manque de transparence, le manque d'information, c'est une sorte de cupidité que les Sénégalais ont vu dans la gestion du pétrole et du gaz. Cette sorte de cupidité et ce cynisme qui a eu pour expression le fait que dès que les ressources ont été prouvées, dès que les entreprises multinationales ont commencé à s'intéresser et que les blocs pétroliers ont été concédés, on s'est rendu compte que finalement, ce sont les gens du pouvoir qui sont en train de prendre le pétrole du peuple sénégalais. Et ça,
je crois que c'est le révélateur grandeur nature, c'est le révélateur explicite de ce sorte de cynisme qui a toujours caractérisé la gouvernance au Sénégal, où les acteurs publics ont toujours eu, disons, pour comportement ou pour pratique de se servir encore et de se servir toujours. Et comme le pétrole et le gaz, les ressources naturelles sont des ressources qui donnent énormément d'argent, qui procurent, qui sont au centre d'enjeux financiers extrêmement importants, mais qui également font courir à chaque pays qui en possède le risque de déstabilisation, de problèmes de toutes sortes. Cela a tout de suite mis les Sénégalais dans des situations extrêmement compliquées lorsqu'on s'est rendu compte que finalement le frère du président de la République lui-même s'est retrouvé dans le pétrole et le gaz, que le président de la République lui-même s'est rendu coupable ou a été fautif pour avoir signé des décrets qui de fait donnaient des blocs pétroliers à au moins une entreprise qui était en relation d'affaires avec son propre frère, dans des conditions que l'on connaît, où l'inspection générale d'État du Sénégal lui a demandé de manière explicite de ne pas accorder ces blocs pétroliers et qu'il est passé outre pour le faire. Le code a été révisé en janvier 2019. Mais ce code, contrairement au code de 1998, est très contraignant. Je vais revenir là-dessus. Mais c'est juste pour lancer un appel à tous les acteurs, aussi bien le privé, l'État du Sénégal, la société civile que les populations. Notre pays, le Sénégal, est un pays aujourd'hui qui fait notre fierté du fait de sa stabilité. Pour renforcer la démocratie dans le secteur des ressources, il faut de manière générale renforcer la démocratie au niveau du pays. C'est-à-dire que moi personnellement, je pense que nous avons besoin, disons, d'autres types d'institutions souveraines et qui puissent se prononcer sur certaines questions essentielles. Par exemple, là, la Constitution sénégalaise dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et donc, on se dit que ce peuple est représenté par ses députés, etc., par le gouvernement. Mais on sait qu'il y a une déconnexion entre ce peuple-là et ses représentants et le gouvernement. Donc, pourquoi pas imaginer des formes d'assemblée législative souveraine qui auraient, disons, les capacités législatives et aussi de contrôle sur ces questions-là. C'est-à-dire que si on doit parler des ressources naturelles, il faut qu'il puisse y avoir, disons, des instances souveraines où toutes les parties prenantes seraient représentées et où peut-être également ce peuple représenté là par ces organisations de la société civile, les experts, etc., puisse avoir un droit de veto par rapport à certaines décisions qui pourraient être prises par le président de la République, par le gouvernement, ou certaines lois qui pourraient être votées au niveau de l'Assemblée nationale. Donc je pense que si on va aller un peu de l'avant, il faudrait peut-être qu'on puisse limiter les pouvoirs, disons, du président et du gouvernement, et aussi de l'Assemblée nationale sur ces questions de ressources-là. Il faut que les peuples organisés à travers les organisations de société civile, etc., mouvements sociaux, puissent d'une certaine manière dire quand ça ne va pas, nous disons que ça ne va pas et que nous opposons notre veto. Donc, sur le plan institutionnel, je pense que si les peuples avaient, en tout cas, à leur disposition ces outils, disons, de participation politique directe, je pense que ça pourrait, dans une certaine manière, un peu freiner disons, ce qui nous gouverne par rapport à la tentation